Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Depuis un an, la question raciale, que l'on croyait révolue, s'est imposée au cœur des sociétés occidentales. Elle semble désormais inesquivable, presque première. Elle arrive avec toute une série de concepts et de termes que les médias imposent et normalisent comme s'ils allaient de soi. Certains y voient même une novlangue. S'agit-il d'un retour du refoulé ou d'une intoxication idéologique? À tout le moins, il nous faut comprendre ces mots qui entraînent une révolution plus ou moins consciente des mentalités. Pour en parler, je reçois Rachel Kahn qui a fait paraître en début d'année le livre Racé aux éditions de l'Observatoire, un livre de référence sur la question. Rachel Kahn, bonjour. 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 Oui, bonjour, il y a un petit décalage atlantique. Alors, première question toute simple à propos de votre livre et puis évidemment plus largement sur notre sujet. Votre ouvrage se présente comme un exercice, je dirais, de clarification et de déconstruction du vocabulaire. C'est-à-dire tout un vocabulaire s'est imposé à nous en l'espace de quelques mois, quelques années, et vous reprenez la plupart de ces termes pour les expliciter, les déconstruire, les explorer. Comment présenteriez-vous l'exercice intellectuel? Comment présenteriez-vous l'entreprise intellectuelle dans laquelle vous vous êtes engagé avec ce livre? Oui, alors l'entreprise, c'est surtout que je suis partie d'un héritage, c'est-à-dire l'héritage de mes parents. On entendait beaucoup la question et les espèces de réunions décoloniales. Je trouve que c'est une insulte en fait à mes parents qui eux ont vécu la décolonisation. Car voilà, on n'est pas de la génération, enfin en tout cas la mienne, les 40 ans, on n'est pas de la génération de la décolonisation. Et donc je suis partie de mon père qui lui est venu de Gambie, donc un pays anglophone au départ. Et qui a beaucoup travaillé justement sur le mot juste. Le mot juste avec une collection de dictionnaires à la maison. Et lorsque, dans le langage, il y a depuis à peu près 5 ans, je me suis rendu compte que certains mots ne relataient pas du réel, j'ai eu cette volonté, avec mon héritage et ce que je suis, donc c'est profondément mélangé, de m'attacher à ces mots en fait, en prenant appui sur une expérience qui est la nôtre en France, un pays extrêmement mélangé, avec beaucoup de mélange et de métissage. Moi-même, voilà, ma maman est juive polonaise, mon papa est donc gambien, sénégalais et gambien, et en fait ces mots-là qui nous cloisonnent nous tuent notre génération et les générations à venir en réalité. Donc je me suis attachée à ces mots pour ces raisons-là. Alors, il y en a plusieurs de ces termes qui se sont imposés. Vous venez d'en évoquer un. Vous parlez de décolonial, les réunions décoloniales dont on nous parle de plus en plus. On pourrait parler du racisé, on pourrait parler du non-mixte quelquefois. Il y a tout un vocabulaire, et ainsi de suite. Quels sont, selon vous, parmi tous les mots que vous avez explorés, ceux qui sont, j'utilise un mot, ça ne sera peut-être pas le vôtre, mais les plus toxiques, ou à tout le moins les plus inquiétants de ce vocabulaire nouveau? Je lance, à tout hasard, je dirais racisé, mais c'est peut-être pas votre option. Donc, racisé, non mixte, décolonial, lequel parmi ces termes vous semble les plus inquiétants? Le plus inquiétant, c'est racisé, évidemment. Malgré ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'évidemment, il y a plein de théories soi-disant issues des sciences sociales ou de je ne sais quoi. Racisé est très inquiétant puisqu'il place la race au centre, alors même que quand même on est en 2020, donc on est quand même assez civilisé pour mettre cette question-là de côté. Et en plus, il assigne à un endroit qui est celui de la victimisation particulièrement, même si certaines personnes veulent nous faire croire aujourd'hui que tout le monde est racisé, contrairement à ce qu'elles ont voulu dire initialement. Les racisés, donc en gros, les Noirs et les Arabes sont racisés et les autres ne le seraient pas. Tout ça pour pointer du doigt soit l'homme blanc, mais soit aussi la femme blanche, puisque les réunions entre femmes racisées ont, paraît-il, un féminisme qui est issu de situations de victimes plus importantes. Donc en fait, ce mot racisé, à la fois il met la race au centre, mais aussi il est le moteur de la concurrence des victimes.
Alors, je vous relance parce que c'est un terme très important. Vous parlez justement d'une identité, on pourrait dire, victimaire. Comment expliquez-vous, parce qu'il y a une part de surprise et d'étonnement à travers tout ça, comment expliquez-vous le retour de ce concept de la race, qu'on le dise racisé, et ainsi de suite. Ensuite, il y a toutes les déclinaisons conceptuelles possibles. Mais comment expliquez-vous le retour de ce qui semblait, à tout le moins, par le 20e siècle avait posé son verdict, l'expérience catastrophique de la Deuxième Guerre mondiale nous l'avait rappelé, la fin de la ségrégation aux États-Unis, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, on avait compris, me semble-t-il, on avait cru comprendre que le concept de race était non seulement moralement scandaleux, mais même scientifiquement étonnable à bien des égards. Comment expliquez-vous qu'il ressurgisse aujourd'hui avec une telle puissance dans nos sociétés qui ne s'y étaient manifestement pas préparées? Alors, il y a plusieurs petits tirés. Déjà, je pense que certaines personnes n'ont pas eu une transmission suffisante de ce qu'elles sont. Donc, elles sont en perte de repère totale à l'intérieur d'elles-mêmes. Et d'un point de vue psychanalytique, c'est Lacan qui disait en fait que le terme de race, et notamment ce terme de raciser pour se déterminer, c'est finalement un signifiant maître qui cache ce que vous êtes profondément, en fait, qui légitime le fait de ne pas travailler sur soi. Donc déjà, c'est ça le truc. C'est déjà une perte de repère. Ensuite, vient le fait de ne pas travailler réellement. Ça veut dire, enfin, le terme racisé, il est génial parce que finalement, vous êtes racisé, donc vous avez des droits à demander, beaucoup plus que des devoirs, et puis vous pouvez vous permettre, en tant que racisé, de demander certaines choses, d'avoir accès à certaines choses, mais sans forcément travailler. On le voit notamment en France, avec des dispositifs dits de la diversité, des dispositifs donc faits pour les personnes racisées, où finalement le fait d'être racisé vous permet, je schématise, mais c'est presque ça, d'avoir des subventions en tant que personne racisée pour écrire un scénario. Mais un scénario de racisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même un truc au niveau du travail qui se joue, et moi qui me heurte profondément. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans justement, la génération de nos parents, enfin de mes parents en tout cas, c'était plutôt aller travailler 3 fois plus pour aller s'arracher pour trouver certains postes, etc. Là, on n'est plus du tout dans ça. La victimisation et la racisation permet d'être d'une couleur de peau qui vous permet d'accéder à des postes. Bon. Et après, c'est vraiment une malhonnêteté aussi, à mon avis, du fait du commerce international et de certaines marques qui en jouent, à mon avis aussi. Voilà. Alors, je reprends une formule que vous avez utilisée qui est très forte, d'autant que vous avez été mêlé, bien malgré vous, à une controverse de ce type. Vous dites, le racisé recevra une subvention particulière, mais pour faire un scénario de racisé. Autrement dit, on s'attend du racisé, tel qu'on le présente aujourd'hui, à ce qu'il joue un rôle, que ça vient avec un certain programme idéologique, certains termes, certains vocabulaires, une certaine manière de se représenter. Et que s'il ne joue pas le rôle qu'on lui prescrit dans cette sociologie victimaire, alors il est presque accusé de trahison raciale, il est presque accusé de trahir les racisés, il est presque accusé de devenir un bounty, vous diriez chez vous, un biscuit Oreo, on dirait chez nous, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur. Donc je l'ai évoqué en 2 mots, vous avez été vous-même ciblé par ce genre d'attaque. Est-ce qu'effectivement, dans ce vocabulaire, on n'a pas une forme de sous-prétexte d'émancipation? Il y a une négation de l'individualité, une négation de la personne et une absorption communautaire de l'individu en fonction du marqueur, on pourrait dire presque le marqueur sur sa peau, selon la couleur de sa peau. Il est supposé penser selon sa couleur et c'est tout. Ouais, c'est vraiment d'une violence extrêmement rare. Déjà, c'est ne pas connaître l'histoire, ce qui se passe. C'est-à-dire que notamment sur les questions de décolonisation ou d'indépendance ou de fin de l'esclavage, ce qui était demandé par ces personnes-là, c'est qu'elles ne soient plus considérées comme un troupeau, qu'elles soient libres de penser par elles-mêmes en tant qu'individus. Et donc c'est en ça que l'universalisme est quand même un socle extrêmement fondamental pour l'être humain. Et c'était le droit d'avoir un nom et un prénom et non pas un numéro et juste être assigné à son maître avec un numéro. Donc déjà il y a un problème historique en fait, puisque là avec ces dispositifs c'est une masse de racisés qui va écrire
des scénarios de racisés, donc à peu près toujours avec la même histoire. Et le plus dangereux, c'est que ces histoires nourrissent des clichés. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir répondre à certains clichés de racisés pour être effectivement considéré comme appartenant à ce clan, à cette masse. Si vous sortez de ça, si vous, je sais pas moi, si vous écrivez par exemple, j'écris un scénario sur, je suis une camarade de Thomas Pesquet et je vais dans le système astral pour aller faire en fait, oui, je suis un Bounty Banania Oreo, et c'est ça qui est dramatique. Ça veut dire que on a aujourd'hui un dispositif qui est fait notamment au niveau du cinéma, mais il y a aussi d'autres structures qui ont ça, les dispositifs diversité, où en fait ne sont retenus que des gens dits de la diversité, donc ça ne veut rien dire évidemment, mais là on sait que c'est des Noirs et des Arabes, donc de certains quartiers pour nous raconter certaines histoires qui vont nourrir finalement notamment ce fantasme en gros de ne pas être français. Alors, je développe sur cette idée qui est très présente en France, mais qui est présente chez vous aussi, cette notion d'universalisme qui est assez particulière parce que les Français voient dans l'universalisme une certaine idée de l'être humain. C'est profondément inscrit par ailleurs dans la culture française et c'est remis en question aujourd'hui par appelons ça les nouvelles idéologies américaines pour qui l'universel ne serait que le masque du privilège blanc. Comment comprenez-vous cette notion d'universel à laquelle vous faites référence? De quelle manière cette notion peut-elle aussi permettre de résister aujourd'hui à ces assignations identitaires victimaires? Pour moi et pour beaucoup d'interprètes justement sur cette notion, et puis si on reprend même les travaux des Lumières, c'est que l'universalisme permet l'émancipation de chacun, permet la complexité, permet la nuance, permet la liberté et permet l'égalité, donc la fraternité. Donc nos trois principes fondamentaux qui sont écrits sur le ponton des mairies et des écoles, liberté, égalité, fraternité en France. Et en fait, tout ça, c'est porté par l'universalisme. Et effectivement, aujourd'hui, il est pointé du doigt et de manière totalement malhonnête parce que l'universalisme, c'est pas des textes écrits uniquement par les philosophes des Lumières dans notre vieille Europe. L'universalisme, on le retrouve aussi alors ce ne sont pas des textes malheureusement, mais des chartes de tradition orale dans de nombreux pays, de nombreuses régions africaines dès le XVIe siècle, qui ont interdit l'esclavage notamment interethnique africain, et sur les mêmes principes fondamentaux que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc là, on a quand même un problème de connaissance et de reconnaissance de l'histoire, donc presque du négationnisme en fait, de ce que sont les principes fondamentaux. Ne pas tuer quelqu'un, c'est un principe fondamental, c'est universel, et je vois pas comment on peut le remettre en cause. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce mot universel, c'est qu'on voit comment, notamment les idéologies woke, indigénistes en France et tout ça, tentent de reprendre ce mot universel. On a eu une petite séquence là avec notre équipe de France qui voulait mettre un genou à terre avant un match de l'Euro la semaine dernière. Donc évidemment, moi, je disais que pour lutter contre le racisme, il fallait surtout rester debout. C'était un peu la moindre des choses. Et en fait, certaines personnes commençaient à répondre que le genou à terre, c'était un geste universaliste. Donc c'est hyper intéressant, en fait, cette nouvelle colonisation par le langage, en tout cas de décrocher du réel ce que peut être l'universalisme, d'un côté comme de l'autre. Alors, vous nous dites l'universel devient une référence partagée, entre guillemets, mais elle se dénature lorsqu'on emprunte tout. Parce que, bon, à partir du moment où on empruntera des définitions aussi contradictoires, on comprend que le mot universel est bien connoté, mais on le vide de sa substance, plus on le répand dans l'espace public. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça fait partie des stratégies. Bon, c'est bien, depuis des centaines d'années, ce travail-là, des extrêmes, de reprendre des mots à leur compte, pour les vider et pour surtout aussi pour se dédouaner d'une d'une violence, puisqu'en réalité c'est compliqué quand même de s'affirmer en étant non universel à un endroit. Donc voilà, ça permet, sans mauvais jeu de mots, de montrer patte blanche. Alors,
vous avez évoqué les idéologies woke, les idéologies racialistes. C'est un discours qu'on associe généralement, à tout le moins, on en situe l'origine dans les campus américains. Est-ce que, de votre point de vue, nous sommes ici devant un discours véritablement qui relève, j'utiliserai un terme à l'ancienne, mais d'une forme d'impérialisme américain nouveau genre? C'est-à-dire, ressentez-vous en France, globalement, et dans vos propres travaux, dans votre propre lecture des choses, ressentez-vous à travers tout cela quelque chose comme une forme d'agression, de colonisation idéologique américaine, ou vous ne le posez pas comme ça? Moi, je le pose absolument comme ça. Et surtout, je pose les paradoxes. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit la pensée décoloniale et on est en plein dans la colonisation mentale, dans l'impérialisme. Et alors, conjugué aussi à certaines marques aussi. Vous savez, cette histoire de genou à terre, j'y pensais tout à l'heure. Notamment je me disais l'avantage. Normalement, quand il y a des propos racistes, par exemple, au sein d'un stade, les lois du sport, les codes du sport, et notamment de l'UEFA ou d'autres championnats, demandent d'arrêter le match. Or, en fait, on a beau traiter les gens de macaques, de singes, leur lancer des bananes, les matchs ne sont pas arrêtés, à mon avis, pour des questions financières. Mais là, c'est de la même manière, c'est-à-dire que je pense que les équipes mettent des genoux à terre, et là, je vais pas me faire des amis, mais avec le maillot Nike ou Adidas ou je ne sais quoi, Coq Sportif, les chaussures juste à côté du visage, on a son genou à terre, je pense que ça sert certaines marques aussi. Voilà. Vous dites quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire on oublie quelquefois à quel point le capitalisme est devenu woke en quelque sorte. C'est-à-dire les grandes entreprises elles-mêmes relaient cette idéologie. Dans quelle mesure, alors vous avez évoqué la question du genou à terre, mais dans quelle mesure ces grandes entreprises parviennent-elles à s'approprier ce discours? Et j'ajouterais comment la population, probablement les franges, les catégories les plus jeunes de la population, comment se laisse-t-elle imprégner, dominer, influencer, coloniser par ce discours? Comment expliquez-vous l'attrait de ce discours quand on voit qu'il est pourtant d'origine commerciale, même très souvent? Moi, je pense qu'il y a vraiment... Déjà, on est quand même dans un contexte, on sait très bien, 2021, totalement névrotique, paranoïaque, égocentrique, et on a envie de montrer un peu ses biscotos, puis on est aussi dans un moment de domination, on parlait des mots, mais on est dans un réel moment de domination de l'image et des réseaux sociaux, où la valeur travail, en fait, malheureusement, d'aller s'arracher vraiment une nouvelle fois en bossant a quand même disparu, avec ces histoires aussi de télé-réalité, de machin. Tout est transmis aux jeunes par l'image, des images extrêmement courtes, les plus puissantes possibles, et où on ne pousse pas du tout à la réflexion. Les réseaux sociaux nourrissent toutes ces névroses-là, et ces névroses ont besoin de manger. Vraiment, mais c'est vraiment ça. Et sont addicts en fait à ces images fortes qui vont entrer en résonance à de l'émotionnel. Et mettre un genou à terre, même si normalement un genou à terre c'est vraiment un signe de faiblesse, là on va nous faire croire que c'est un moyen de résistance, tout simplement parce qu'on joue sur l'émotionnel. Et les marques avec leurs petits clips qui vont bien, les petites choses en story, avec du sensationnel, arrivent très bien à parler aux jeunes générations. Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado Épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les 3 leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 95. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez Épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Alors, retour en France un instant, parce qu'on l'a dit, les États-Unis ont une forme aujourd'hui de regard condescendant, presque paternaliste à l'endroit de la France, comme si la France était l'Union soviétique qui persécuterait ses minorités. Et les Américains accueillent dans leurs journaux à la manière
de dissidents racisés en situation d'expatriation, les Rokhaya Diallo, des figures semblables, qui trouvent dans les pages des grands journaux américains l'occasion de s'exprimer comme s'ils étaient en exil aux États-Unis, fuyant un pays comme la France. La France, donc, représente une espèce de contre-modèle par rapport aux États-Unis aujourd'hui. On parle de l'universel français, de l'universalisme français. J'aimerais vous poser des questions toutes simples qui relèvent presque du quotidien et des mœurs. Donc peut-être plus difficile à voir pour vous parce que vous y baignez à temps plein, alors que pour l'étranger, nous on le voit tout de suite quand on arrive de l'extérieur. Mais à quels indices, je dirais, dans la culture de tous les jours, la culture quotidienne, la culture populaire, les habitudes et les mœurs, comment cet universel modèle-t-il les mœurs françaises? Et inversement, je dirais, comment ces mœurs françaises modèlent-elles l'universel à la française? Autrement dit, je sais pas si je suis clair avec la question, mais de quelle manière, autrement dit, est-ce que cet universel façonne la vie de mille manières, même si, puisque vous y baignez, peut-être vous y êtes peut-être moins attentif que l'étranger? Non, mais effectivement, nous, on a quand même, alors, on parlait de la culture quand même, on est un des pays au monde où la diversité culturelle, mais c'est dans le terme, l'exception culturelle par rapport à l'OMC, notamment par rapport à l'Organisation mondiale du commerce, où on a d'énormes sommes qui sont là, des sommes publiques, qui sont là pour les artistes et pour tous les artistes. Donc ça veut dire déjà qu'on a cet universel en liberté de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer et où l'expression est soutenue par des fonds publics. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on a l'ensemble de nos services publics. Notre école, l'école de la République, là, je parle effectivement un peu plus avant la décapitation de Samuel Paty, mais c'est vraiment un fondement où voilà, c'est l'école libre, gratuite, laïque pour tous. Où moi, j'ai pu rencontrer mes camarades qui sont encore mes camarades de toute origine sociale, avec des très riches, des très pauvres, de toute origine, et en fait où ensuite on est en construction ensemble parce que nous sommes les enfants de la République. Et après, je ne vous parle même pas là en période Covid de ce qui a pu se passer, voilà, à l'hôpital où parfois on est à des sommes où le patient ne paye pas, quelle que soit sa situation, quelle que soit son origine, pareil, le patient ne paye pas, alors même qu'il a des soins qui sont extrêmement chers. Voilà, enfin c'est tout ce système-là d'intérêt général, de service public, de protection. Donc il y a énormément de droits sociaux. Et ce qui est fou, c'est que avec l'ensemble de ces droits sociaux, que l'État l'État français soit attaqué en tant que État de raciste systémique. Et après, moi, ce qui me dérange, c'était un peu la phrase de Churchill, en fait, lorsque je ne me permettrai jamais de cracher sur mon pays lorsque je suis à l'étranger, c'est lorsque je rentre que je rends mes comptes. Je trouve que c'est assez détestable et déloyal, en fait, d'aller cracher sur la France depuis l'étranger. Mais bon. Ah, mais c'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement, certains font carrière aujourd'hui en crachant sur la France dans les journaux américains, on l'a évoqué, dans certaines universités aussi. Mais je retournerai à la question, est-ce que vous sentez en France un désir de résistance par rapport à cela ou est-ce que vous sentez une forme d'amollissement? C'est-à-dire qu'il y a encore un réflexe républicain, un réflexe national, réflexe universaliste de bon sens. Mais est-ce que vous sentez une forme d'amollissement des consciences, de pénétration de ce vocabulaire dans l'espace public de mille et une manières? Ou est-ce que pour vous, fondamentalement, la France résiste à tout cela? Alors écoutez, moi j'ai vraiment sorti le livre, je l'ai écrit, ce livre-là, Racé, parce que j'avais cette inquiétude et je voyais aussi que personne n'osait répondre et que la peur était là. Parce qu'en fait, c'est quand même la terreur qui s'installe avec ces mots et cette idéologie et ces dogmes, ce lavage de cerveau. C'est une terreur qui s'installe en sous-texte. Donc là, j'avais très peur. Mais en fait, une fois que le livre est sorti, donc c'était il y a quelques mois, au mois de mars, j'ai quand même senti énormément de gens, la majorité silencieuse, la fameuse majorité silencieuse, qui en fait en a marre parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça. Parce que c'est pas du tout ce qu'elle veut transmettre et qui, malgré tout, là, je le vois de plus en plus, est en résistance. D'ailleurs, là, on a quand même voté hier, dimanche, pour les élections régionales et départementales. Et ce qui ressort, je vais pas parler de questions de partis politiques, mais ce qui ressort, c'est quand même que la victoire, c'est les partis républicains, universalistes, laïques,
qui ont eu des programmes, qui ont porté des programmes comme ça, qui ont gagné le premier tour aujourd'hui. Alors, c'est très important ce que vous mentionnez, c'est qu'il y a une dimension politique à cette résistance en France. Autrement dit, le langage de la résistance à ce racialisme, à ce discours de plus en plus présent, il est porté par les partis. J'ajouterais, et vous le prendrez probablement comme un compliment, c'en est un, mais c'est aussi une observation. J'ai l'impression, regardant ce qui se passe chez vous, que plusieurs des défenseurs les plus ardents de l'universalisme français, de la culture française, des mœurs françaises, sont souvent des individus, souvent des femmes, vous me permettrez le terme un peu étrange, mais qui ne correspondent pas au stéréotype du français de souche présent depuis Vercingétorix. Je pense à vous, je pense à Sonia Mabrouk, je pourrais en nommer plusieurs autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très français, justement, dans le fait que ce sont des figures qui ne correspondent pas au stéréotype attendu du français de souche qui ne voudrait pas plier tout simplement? Eh bien non, c'est que ceux qui reprennent cet héritage, le font vivre de mille manières, ne correspondent pas au rôle attendu dans le discours multiculturaliste ou racialiste ambiant. C'est très touchant ce que vous pointez là, parce que ce que vous dites en fait, c'est que nous, ce sont des principes fondamentaux qui ont sauvé nos vies en réalité. Pas nous directement, mais celles de nos parents. Et en fait, si on les a embrassés aussi fort, c'est parce que c'était aussi un moyen de nous en sortir et que la France, elle offre ce qu'elle offre à ses enfants, et ils sont nombreux à ne pas avoir une goutte de sang français, à se sentir éperdument français, dans ce sens universaliste et dans ce sens du multiple et de la diversité, et de la complexité et de la recherche, et non pas comme justement ceux que vous avez décrits comme les Français de souche, qui eux-mêmes entrent en écho plutôt avec les indigénistes, qui ne voient dans la vie qu'une seule souche, la souche pure en fait, pour réussir sa vie et à gommer toutes les autres racines de soi. Et effectivement, c'est vrai que alors je ne crois pas du tout au hasard, hein, je n'y crois pas du tout. Je pense que en tant que femme, il y a Sonia Mabrouk, Sophia Aram aussi, enfin bon, il y en a beaucoup en fait. Je pense que nous avons les outils en tant que femmes de pouvoir dire certaines choses aussi. C'est-à-dire que souvent, et je le prends par rapport à ces questions, vous savez, souvent chez les intersectionnels, elles disent nous, une femme noire, c'est la double peine. Non, c'est totalement faux par rapport à un homme noir. On le sait très bien. Nous, en tout cas, dans le gouvernement français, on a eu des Fadela Amara, des Ramayad, toujours des femmes en fait, toujours des femmes, et très extrêmement peu d'hommes. C'est parce que pour les femmes, en fait, malgré tout, dans les consciences, c'est quand même plus facile. Il y a toujours la peur. C'est ce que Romain Gary décrivait dans Chien blanc. Il y a toujours cette peur de l'homme venu d'ailleurs, le conquérant. Et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de porter aussi fort ces principes-là. Vous avez raison. Alors, dans votre livre, il y a une critique sévère de cette idéologie par une déconstruction de sa novlangue, mais il y a aussi une exploration de mots qui sont porteurs d'émancipation. Et c'est un autre aspect qui est fondamental, et j'aimerais vous lancer sur cette dimension de votre ouvrage et de votre réflexion. Vous nous dites de quels mots nous devons nous méfier, mais avec quels mots pourrions-nous ou devrions-nous renouer d'une manière ou de l'autre pour être capable de renouer avec une culture de l'émancipation, avec une culture qui justement nous permette de résister, de tenir tête à ces nouvelles idéologies assez toxiques. Quels sont les concepts et les termes que vous embrassez et que vous aimeriez voir revenir au cœur de la vie publique? Ouais, merci de cette question, parce que c'est vrai que pendant tous ces mois, tout le monde était un peu attaché au buzz et c'est vrai qu'on a oublié la partie qui est la principale pour moi, qui est la partie sur les mots qui réparent. Et pourquoi c'est la principale? C'est en résonance à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que ce qui est proposé quand même dans la culture, c'est pas une culture, dans l'idéologie woke, c'est qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire qu'en fait, la seule issue, c'est la colère, la violence, le bouc émissaire, et de pointer du doigt
l'homme blanc de plus de 50 ans, de pointer du doigt. Enfin, tout le monde est méchant et nous, on est les gentils. Les autres doivent s'excuser. Et en fait, c'est quoi l'issue? C'est quoi l'issue? Et surtout pour nos enfants, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va livrer au monde? Comment on se répare? Et en fait, c'est la principale différence en fait entre nous, nos réflexions. Et celle de ces idéologies de repli totalement fermées et qui veulent rejouer les névroses ségrégationnistes et qui vont nous déchirer encore et encore et encore et jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que l'histoire en fait soit sans fin. Donc c'est pour ça, merci beaucoup de cette question. Pour moi, les mots en fait, un des principales, moi ça serait la création qui est au centre, la création, l'intimité aussi, l'invisible. En fait, j'ai choisi des mots qui, en réponse aux mots de la novlangue, la différence, en fait, c'est qu'ils ont toujours plusieurs définitions. Les mots de la novlangue n'ont pas plusieurs définitions. Et c'est comme les personnes, en fait. Dans la novlangue, les personnes n'ont pas plusieurs définitions. Elles n'en ont qu'une. Et ben, en fait, déjà, le premier pas pour la réparation, c'est de se dire que chaque personne a plusieurs définitions dans sa complexité. Et c'est pour ça que j'évoque le mot de signature aussi, qui pour moi, signature veut dire bien plus que l'identité. La signature, c'est une manière de marcher, une manière de parler. Enfin, vous, Mathieu, dès que vous parlez, on vous reconnaît tout de suite. Votre débit, votre ironie. Voilà, ça dit beaucoup de choses. Et surtout, la signature, elle est toujours en mouvement. C'est une signature, c'est notre identité qui s'ouvre au monde pour être à chaque fois renouvelée. Et c'est ça qui est génial. C'est comme en amour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans une signature l'idée de surprise et l'idée que nous sommes des surprises. Et je pense que c'est le meilleur petit pas pour commencer à nous réparer, qu'on soit surpris les uns des autres. Alors, vous évoquez quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire cette idée d'une polysémie du vocabulaire. Ouais. D'un côté, le propre de la novlangue, le propre de la langue de bois, c'est effectivement d'enfermer les mots dans une définition toujours plus étroite, parce que moins les mots ont plusieurs significations possibles, plus le vocabulaire est contrôlé, plus les pensées sont contrôlées. De ce point de vue, on peut relire Orwell de manière qui nous avait mis sur cette piste. Et ce que vous nous dites finalement, si je comprends bien, c'est que justement se plonger dans l'univers, non pas de l'idéologie mais de la culture, c'est se rendre compte finalement de l'espèce d'ambiguïté du réel, le chatoiement du réel, le fait finalement que chaque mot porte en lui l'ouverture vers une définition nouvelle, et de ce point de vue, ça se dérobe à toute forme de contrôle idéologique ou de volonté d'enrégimenter les gens dans une définition une fois pour toutes fixée d'eux-mêmes. Exactement. Mais je pense que il y a deux choses, hein. C'est d'être constamment en mouvement. Ça, je pense que c'est une donnée essentielle, justement pour ne pas se laisser enfermer par ces dogmes meurtriers. Parce qu'au fond, ils tuent les personnes. Hein. En réalité, ils tuent tout ce qui vous anime, tout ce qui est vibrant en vous. Et le deuxième point extrêmement important que vous avez souligné, c'est ce rapport au réel, parce que on veut vous faire croire, en fait, on utilise des mots qui vous mentent, qui disent n'importe quoi, mais n'importe quoi de nous, quoi. Ce mot diversité, comme si ça voulait dire les Noirs et les Arabes. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est comme si je disais, je sais pas moi, montre pour dire oui que c'est les Asiatiques. N'importe quoi, en fait. Et effectivement, le rapport au réel. Aujourd'hui, on veut nous faire croire. Excusez-moi d'insister sur le genou à terre, mais quand on m'a vraiment insulté aujourd'hui pour me dire que le genou à terre, c'était une preuve de dignité et de résistance. Mais on sait très bien que dans le langage corporel, c'est exactement, très précisément le contraire. On dit justement, il ne faut pas blâmer ou il ne faut pas violenter quelqu'un qui a déjà un genou à terre. C'est quand même un signe de faiblesse. Hors de l'histoire l'histoire des Black Lives Matter, etc. Donc oui, le rapport au réel, moi, c'était vraiment l'objectif du livre, en fait, de me poser avec la réalité. Alors, j'aimerais vous poser, le temps file, mais une question sur la réception de votre ouvrage. Parce que regardant cela de mon côté de l'Atlantique, mais regardant cela du vôtre pour avoir traversé l'Atlantique il y a quelques mois, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une forme de soulagement
avec la publication de votre livre, comme s'il y avait une forme de discours imposé, de discours obligatoire qui s'imposait partout. Et lorsque vous publiez votre livre, lorsque vous prenez la parole dans l'espace public, le sentiment qu'il est possible désormais de dire certaines choses qui étaient refoulées, interdites, inhibées depuis quelques mois, peut-être même quelques années, le sentiment c'était le premier moment dans l'espace public, non seulement d'une résistance, mais j'oserais dire d'une contre-offensive intellectuelle. Est-ce que vous avez l'impression que votre livre a été reçu de cette manière, ou est-ce une surinterprétation transatlantique? J'ai l'impression que oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'il y a eu une mise en abîme qui a été folle. C'est en fait tout ce que je décrivais comme comportement dans le livre, en réaction en fait à ma propre pensée, s'est produit en réalité. C'est-à-dire que déjà dans le livre, je parlais, on va me dire voilà que je suis, je sais pas, l'oncle Tom, le banania, la traître de maison, et c'est ce qui se produisait à chaque fois. Pareil pour l'histoire de la culture de l'excuse. Et puis, en fait, il a été, donc, dès qu'il est sorti, il y a eu ce buzz, en fait, de la part de personnes qui ne l'avaient pas lu. Ensuite, les personnes l'ont lu, et effectivement, ça a été, oui, je sais que ça a été un soulagement, parce que les personnes avaient peur de parler, les personnes avaient peur de s'engager, enfin, de faire front, de faire face à ça, parce que les idéologies, comme ça, indigénistes, jouent sur la culpabilité, où, en fait, voilà, toute personne différente doit se taire, et surtout on n'a pas le droit de penser différemment, pas le droit à l'humour, pas le droit à la respiration, c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages, et ce qui était très touchant, Mathieu, en fait, c'est que j'ai reçu énormément de messages de tous milieux sociaux, et je vais vous dire hein, de détenus, donc des gens qui sont en prison jusqu'au président de la République, de toute origine, de quasiment tous les continents, et c'est ça en fait qui m'a fait comprendre qu'il s'était passé quelque chose. Ouais, qu'il s'était passé quelque chose, mais moi ça faisait longtemps en fait que je voulais m'exprimer pleinement et non plus à demi-mot et non plus à demi-mois. Parce que et je pense que c'était vécu par énormément de personnes depuis 3-4 ans. Alors, je ne veux pas vous transformer en femme politique. Non. Je ne veux pas vous engager dans un programme. Ce n'est pas votre travail. Non. Mais puisqu'avec ce livre, vous assumez aussi une position d'intellectuel engagé, vous êtes une artiste, mais par un tel livre, vous basculez dans le champ directement j'aimerais dire, du combat intellectuel. Sans faire de vous une politique, je pose néanmoins la question. Il y a le début d'une contre-offensive en France, on le voit par rapport à ces idéologies. Il y a une résistance qui, j'ajoute, qui n'est pas portée exclusivement par la gauche ou par la droite. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire autant par les éléments qui appartiennent à la droite conservatrice ou à la gauche républicaine, il y a des points de contact qui sont, autrement dit, au-delà des clans et des familles politiques. Il y a le commun attachement, un patrimoine français, un certain idéal français. Imaginons que nous passions de la résistance à la contre-offensive, de la contre-offensive au début de la victoire. Quelles seraient, selon vous, les prochaines étapes de cette espèce de reconquête du langage, de cette reconquête des esprits? À quoi ressemble, autrement dit, une France intellectuelle et culturelle avec un peu plus d'oxygène que celle dans laquelle vous avez écrit ce livre? Oui, mais vous l'avez dit très justement. Déjà, moi, je ne fais pas de distinction, en fait, entre la création et le politique. C'est-à-dire que pour moi, les artistes préparent le politique. Et les artistes sont là pour dire, et c'est pour ça que je ne peux pas m'entendre avec les gens qui mettent la race au centre, ils sont là pour dire ce qui ne se voit pas. Donc forcément, quand on n'est que dans la couleur de peau, forcément, c'est pas très intéressant artistiquement et en termes de création. Et en fait, moi, ce que je dis très souvent, hein, c'est que les artistes sont les législateurs de l'ombre. C'est les artistes qui préparent. Moi, ce que j'adorerais, c'est que les arts et la culture soient remis à leur place et non plus au service d'idéologies délétères qui vont nous empêcher de créer à un moment donné en liberté. Et donc, et de mettre en fait remettre ce patrimoine culturel au centre pour que les artistes aient accès à leur création.
En fait, pour moi, c'est essentiel. Et c'est essentiel d'un point de vue économique, social, environnemental, enfin sur tous les champs, en fait. Et voilà, moi, ça serait mon grand cheval de bataille, dans la mesure où pour moi, tout est artistique. C'est-à-dire que si j'ai des stylos devant moi, si je veux faire un musée du stylo, je peux l'orchestrer d'une certaine manière qui soit totalement universelle, avec nos principes fondamentaux qui puissent se déployer encore et toujours, à l'infini. Alors Rachel Kahn, sur cet appel à l'infini, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je me permets de redire le titre de votre ouvrage, Racé, un livre de référence sur cette question, un livre qui permet de penser, un livre qui oxygène l'esprit. Rachel Kahn, merci. Merci Mathieu, merci infiniment. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.